Bonjour à tous et bienvenue. Je dis souvent que le football est une excellente manière de s'ouvrir au monde et de comprendre un peu mieux ce qui se passe ici et là. Alors c'est particulièrement vrai pour les pays du Golfe et a fortiori depuis 2017 et la crise diplomatique secouant le Qatar et le blocus imposé par ses voisins, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, mais également l'Égypte. Alors aujourd'hui on peut parler de nouvelle guerre du Golfe, sauf que celle-ci n'est pas forcément militaire, même s'il faut s'entendre sur le terme. C'est-à-dire qu'il y a bien des affrontements militaires, mais ça ne se passe pas sur le territoire des pays concernés, non. C'est mieux de faire une guerre hors sol, on va dire, c'est-à-dire en Somalie ou en Libye, à travers des milices et des groupes paramilitaires financés par ces pays-là, notamment le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Donc aujourd'hui, cette nouvelle guerre du Golfe, elle revêt des aspects politiques, diplomatiques, économiques ou culturels. Et parmi tout cela, on va retrouver le sport, principalement le football, sport le plus mondialisé, est devenu un enjeu de pouvoir. Alors auparavant, pour montrer la richesse, un petit peu son pouvoir et sa vanité, il y avait le yacht. Celui qui avait le plus grand yacht était quelque part l'homme un peu le plus riche, le plus influent, etc. Aujourd'hui, on le voit principalement à travers des clubs de foot. Et il ne faut pas s'étonner de voir de plus en plus d'États avoir une stratégie footballistique, puisque c'est le sport le plus mondialisé qui vous offre une visibilité absolument inouïe. Alors ça peut être pour diverses choses. Principalement pour le Qatar, c'était une manière aussi d'exister, de ne pas revivre potentiellement ce que le Koweït a vécu en 90 avec l'invasion par les troupes de Saddam Hussein et cette première guerre du Golfe. Dans le même temps, le Qatar, ça a été couplé avec ses stratégies d'influence au niveau mondial et Al Jazeera, qui a révolutionné le monde arabe, notamment en termes d'information. Ensuite, on a vu les Saoudiens avec Al Arabiya et tout ça. Donc, les objectifs du Qatar étaient foncièrement différents de ceux de ses voisins. Là, aujourd'hui, et j'en ai fait une vidéo spéciale, on voit l'Arabie Saoudite venir à Newcastle de par le fonds souverain saoudien. C'est pas un prince saoudien, c'est le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui sera propriétaire à 80% du club de Newcastle en Première Ligue si la Première Ligue valide complètement le rachat. Un rachat contesté, comme je vous l'avais dit, par le Qatar à travers beIN Sport pour une affaire piraterie au niveau de beIN, beOut sur les droits TV. Et vous avez également des associations de lutte pour les droits de l'homme qui manifestent en essayant de faire annuler ce rachat, notamment en rappelant l'affaire de Jamal Khashoggi, ce journaliste malheureusement assassiné, et également ce qui se passe au Yémen. Même si pour le Yémen, je tiens souvent à tempérer parce que les Saoudiens ont bien sûr des torts, mais c'est comme oublier les intérêts émiratis et la complexité de ce pays qui est clanique et qui est presque une république des tribus. Mais ça, on aura le temps d'en parler dans mon prochain livre justement, où à travers le foot, on peut un peu mieux comprendre ce qui se passe au Yémen. Donc bref, aujourd'hui, si vous voulez, on lit tous ces intérêts par notre prisme, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite arrive à Newcastle pour leur image, patati patata. Non, c'est avant tout une réaction d'orgueil et de mimétisme. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui dans les pays du Golfe, on a ce mimétisme-là. Ah, vous avez un tel musée? Eh ben nous, on va faire un meilleur musée, on va encore plus donner d'argent à la culture. Ah, vous avez une tour de telle hauteur? Ben nous, on va faire une tour encore plus grande. C'est un peu pareil vis-à-vis des clubs de foot, sachant que les Émirats ont une stratégie un petit peu différente, plus mondialisée et plus de business. Et c'est peut-être pas forcément étonnant que ce soit eux qui aient le projet le plus intéressant au niveau économique et en termes d'influence mondiale, parce qu'aujourd'hui ils viennent également de récupérer un club en Belgique, le club de Lommel, en deuxième division, parce que déjà ils laissent les décisions à des gens du foot, que ce soit Tchéky Bergstein, Pep Guardiola, son frère, Fernando Soriano, etc., à travers Manchester City. Et il faut aussi rappeler quelque chose, c'est que ce sont les Émirats, notamment MBZ, qui va un peu donner le ton de la politique, et non pas forcément l'Arabie Saoudite. Alors certes, l'Arabie Saoudite est le gardien des buissons de l'islam, et se veut la grande puissance contre son voisin de l'autre rive, l'Iran. Vous savez tout l'affrontement qu'il peut avoir à ces niveaux-là, ce duel, on va dire, puisque tous les opposent. D'un côté, on a une monarchie, de l'autre côté, on a une république, on a un clivage religieux, on a un clivage à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Un clivage surtout géopolitique, puisque d'un côté, on a l'un des plus grands alliés des Américains, de l'autre côté, un peu l'inverse et tout, bref. Mais si vous voulez, l'Arabie Saoudite a également une spécificité, c'est-à-dire que c'est un pays très vaste, qui est également peuplé de locaux, contrairement au Qatar, au Bahreïn. Enfin, le Bahreïn, c'est un peu différent. Le Bahreïn, c'est un peu la boîte de nuit des Saoudiens. Tu as quand même pas mal de locaux vis-à-vis de toute la population du Bahreïn, mais ils ont moins d'argent. Tandis que les Émirats et le Qatar, la population locale, c'est qu'une infime partie. Le reste, il y a beaucoup de travailleurs ici et là. L'Arabie Saoudite doit faire face déjà à une population beaucoup plus grande, 25 millions d'habitants, un territoire beaucoup plus grand et des défis différents, puisque tu as beaucoup de sa population qui est très jeune. Je crois que 60%, 70% de la population a moins de 30 ans. Et cette population-là, elle attend quelque chose, notamment le sport, le football, qui est un aspect fondamental de la vie en Arabie Saoudite. Il suffit de voir la popularité des grands clubs de Jeddah, de Riyad, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une stratégie à la fois d'entertainment, à travers l'ouverture un peu du pays, les dites réformes de MBS. Donc vous avez la musique qui arrive à tout prix de par le ministre du divertissement qui était Turki Al-Shir, un ami de MBS qui vient de la prestigieuse lignée des Al-Shir, qui était également dans le football, dans le sport. C'est lui qui était à Pyramide FC. On pourra faire un jour tout un épisode sur qu'est-ce qu'a fait Turki Al-Shir en Égypte, c'est assez folklorique. D'ailleurs, ça s'est passé suite au changement de régime en Égypte, puisqu'avant c'était les frères musulmans soutenus par le Qatar. Ensuite, voilà les Émirats, l'Arabie Saoudite, qui tiennent sous perfusion l'économie égyptienne. Donc, comme vous le voyez ensuite, il y a un club de foot, il y a plein de choses à dire.
Et en fait, aujourd'hui, Turki Al-Shir est aussi propriétaire du club d'Almeria en Espagne. Il voulait juste un club de foot pour se faire plaisir. Et lui, l'image et tout ça, il en a rien à cirer. C'est pour se faire plaisir. Parce qu'on parle également d'une nouvelle génération de monarques et de princes qui n'ont pas connu l'âpreté de la vie du désert comme leur père, comme leur grand-père, etc. Donc aussi, on est avec des enfants à qui on a toujours eu et qui ont forcément des caprices et des jouets. Donc, à travers tout ça, on voit que les objectifs sont différents selon les pays. Et on va tout de suite rappeler quelque chose, c'est que le football dans le Golfe, c'est le Koweït vraiment qui va l'introduire. Alors attention, la pratique footballistique était jouée ici et là, mais c'est le Koweït, la grande équipe du Golfe à la base, et on le voit principalement à travers la Coupe du Golfe, dont on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Donc là, si vous voulez, nous, on va analyser ça de par notre prisme, uniquement sur les questions d'image, etc. Comme je vous le dis, c'est un peu différent selon les pays, et aussi, il ne faut pas attendre des stratégies parfois. C'est avant tout des questions d'orgueil et de mimétisme. Et je vais vous donne un exemple tout simple. Mais quand Turki Al-Shir, donc quelqu'un d'important quand même en Arabie Saoudite, qui est un peu particulier, on va dire, qui est un chansonnier aussi, qui écrit des chansons, voilà, qui avait ramené des gens du catch, qui avait fait un musical à Riyad, enfin bref. D'ailleurs, dans ces chansons, c'est souvent des chansons aussi anti-Qatar, pour dire ils nous mettent toujours des couteaux dans le dos, ce sont les traites, etc. Pour vous montrer un peu l'ambiance entre les voisins, hein. Parfois un peu particulier, même s'il faut toujours nuancer, parce que même au Qatar, tu as des familles pro-saoudiennes, en Arabie Saoudite pareil, tu avais quand même beaucoup d'échanges aussi entre les deux pays, notamment à travers la frontière, où tu avais des gens qui passaient le week-end au Qatar, enfin bref, il faut toujours nuancer, c'est toujours compliqué un peu le Golfe. Mais bref, pour terminer ce que je disais, pour vous montrer qu'il n'y a aucune stratégie, quand il fait le club de pyramides, qui délocalise et tout, il lance la chaîne du club avant même d'avoir le club. Et il y a des trucs, des fois, tu comprends pas trop, c'est Turki Al-Shir. C'est-à-dire, tout va bien à Almeria, bon, on va virer le coach, on va ramener plein de joueurs. Donc en fait, si vous voulez, ça ne répond pas forcément de stratégie, c'est plus un peu du court par coup. Et bien on va tout acheter pour avoir le plus de trucs possible. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit surgir dans certains médias? Serait une rumeur qu'un prince saoudien, Walid bin Talal, serait intéressé pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Ben oui, comprenez-vous, le Paris Saint-Germain c'est les Qataris, ils sont un peu la guerre, donc pourquoi l'OM, son ennemi héréditaire, ce ne serait pas possession d'un Saoudien? Donc c'est une info qui a beaucoup circulé, même de part des journalistes assez sérieux, j'ai été assez surpris, parce que Walid bin Talal, la première chose, c'est que c'est un homme très important. Walid bin Talal, c'est pas forcément un pur saoudien, c'est-à-dire que sa maman était libanaise, et surtout son grand-père, c'est l'une des personnes les plus importantes de l'histoire du Liban. Bon, ça, on aura le temps un peu d'y revenir. Walid bin Talal, c'est le seul businessman saoudien qui était exportable. Pourquoi? Parce que déjà, il parle parfaitement anglais. C'est quelqu'un qui est très occidentalisé, que ce soit dans sa manière d'être, c'est un vrai businessman, c'était le plus gros businessman du Moyen-Orient des 25 dernières années, du Golfe. Sans problème, c'est un peu le Warren Buffett comme on dit du Golfe. C'est un mec qui a fait des investissements très intéressants, que ce soit dans la Citibank, c'est lui à un moment donné qui va aider le groupe Disney, Apple, AOL à l'époque, Twitter, dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, etc. Bref, il a une fortune absolument colossale. Sauf qu'en fait, bon, Walid bin Talal, c'est aussi un mec complètement mégalo, comme tant d'autres, hein, je vous rassure, les oligarques russes, c'est un excellent exemple. Et en fait, il y avait le classement, vous savez, des gens les plus riches par Forbes. Et ce qui est intéressant avec Walid bin Talal, c'est qu'en fait, il appelait tout le temps pour dire « Mais j'ai plus d'argent que ça, vous me sous-estimez !» Mais j'ai plus d'argent, venez en Arabie Saoudite, vous allez voir ce qui se passe. Tu voyais ses palaces, ses multiples pièces. Je crois qu'il a un manoir de 422 pièces, pour donner un peu un ordre d'idée. Tous les portraits qu'il avait accrochés de lui au mur. Et surtout, il plaisait quand même au monde occidental, aux décisionnaires, de part, comme je vous dis, maîtrise de la langue. Il combattait justement pour les droits des femmes, notamment que les femmes puissent s'habiller d'une autre manière à l'occidental. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît aux décisionnaires. C'est ce qui plaît à ceux qui aiment l'argent. Ils ont envie d'entendre ce discours-là venant de personnes du Golfe, qu'on va appeler des gens dits tolérants, des modérés ou que sais-je encore. Et bon, lui, en plus de ça, il se battait également pour le véganisme, parce qu'il est vegan. Son fils également, Khaled, on aura le temps d'en parler. Donc bref, on entend Walid bin Talal va racheter l'Olympique de Marseille, etc. Et tout. Bon, d'accord. Bon, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Walid bin Talal, l'un des hommes les plus importants donc, du régime saoudien, en 2017, il était mis au frais. Hein. En 2017, en novembre, il y a la fameuse affaire du Ritz-Carlton. C'est-à-dire que vous avez le nouveau prince héritier d'Arabie Saoudite, MBS, qui va convoquer quasiment 400 princes et hommes importants, et en gros, en preuve de loyauté, parce qu'il soupçonne un coup d'État et que sais-je encore. Donc, ce seraient des gens qui complotent dans son dos pour le renverser potentiellement. Et donc, il y en a plein qui vont signer d'énormes chèques pour avoir leur liberté, et en gros, ils s'achètent presque une loyauté vis-à-vis de MBS qui change un petit peu aussi la classe politique en Arabie Saoudite. Donc, de ces nuits-là au Carlton, il va gagner 100 milliards. 100 milliards, donc c'était une grande lutte comme lui il l'a annoncé contre la corruption, etc. Et c'est pas forcément faux puisque tu as énormément de princes parasites parce que le train de vie des princes en Arabie Saoudite c'est un délire absolu. Donc quelque part il n'y a pas forcément tort non plus. Et donc tu avais Walid bin Talal, et Walid bin Talal c'était le dernier, c'est celui qui a le plus lutté, ça a fait 2 mois et demi, il est resté 2 mois et demi enfermé au Ritz-Carlton. Et donc au moment de sortir, etc., tu as les caméras de Reuters qui sont arrivées. Et lui était tranquille, donc tu peux voir quelques clips où il dit « Ah, je suis avec mon Pepsi Light, il y a mes salades, etc. Tout va bien. »
Et donc, bon, un accord a été passé entre le gouvernement et Walid bin Talal en termes d'argent pour que ça soit plus tranquille, sachant que dans le même temps, il a 2 enfants, il a une fille et il a son fils Khaled, qui a également étudié à l'étranger, qui parle un très bon anglais, qui a un grand niveau de culture. C'est complètement différent. La lignée bin Talal est vraiment différente. Déjà, son père était un homme un peu différent et tout. Bon, bref. Donc, Khaled, le fils, c'est quelqu'un qui va incarner le nouveau visage voulu par MBS de l'Arabie Saoudite, des gens plus jeunes, plus modernes, etc., pour donner une nouvelle dynamique au pays. Donc Khaled, aujourd'hui, il est responsable de la SFA, c'est le président. C'est un peu, si vous voulez, toutes les fédérations sportives d'Arabie Saoudite. C'est lui le responsable de tout ça aujourd'hui. Donc c'est le fils de Walid. Sauf que Walid bin Talal, il est mis au frais, hein. Il est mis au frais. Vous ne le voyez pas trop apparaître ici et là. Alors c'est vrai qu'il est venu à Abu Dhabi pour un match d'ailleurs de Al Hilal, l'équipe dont il est président d'honneur, si je ne dis pas de bêtises. Donc il s'est déplacé à Abu Dhabi avec l'accord de Sa Majesté. Mais aujourd'hui, quand j'entends il a mis son yacht ici et là, il ne peut pas sortir de Riyad et c'est pas le seul. Donc évidemment, tu as 50 000 rumeurs qui circulent ici et là, mais aujourd'hui, Walid bin Talal, il reste en Arabie Saoudite. Et pour avoir parlé à des gens qui travaillent, qui ont travaillé avec lui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le problème, c'est ça, c'est que c'est les fantasmes et les mirages. C'est un peu comme les contrats d'armement promis par l'Arabie Saoudite et qui, des fois, au moment, ça n'arrive jamais vraiment. On fait tant de commandes, mais au final, combien sont délivrés? Il y en a, mais pas forcément en entier. Je rappelle également les projets pharaoniques menés dans le Golfe qui, des fois, ne voient jamais le bout de leur nez. On peut penser à la cité économique du roi Abdullah en Arabie Saoudite. Bon, ça a commencé depuis 15 ans, on ne sait toujours pas quand ça va se finir. Le projet Neom, qui est un projet pharaonique, est-ce que ça va vraiment avoir lieu? Je ne sais pas, parce que l'Arabie Saoudite a besoin d'investisseurs étrangers. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour faire simple, on a à Marseille ces rumeurs-là parce qu'on ajoute sur notre prix en disant voilà, eux le Paris Saint-Germain c'est le Qatari, donc l'OM ça doit être l'Arabie Saoudite. Moi je veux dire autre chose, c'est qu'aujourd'hui la Première Ligue et la Liga c'est les 2 ligues qui les intéressent. Pourquoi? Parce que c'est les 2 trucs mondes avec des marques. Les clubs qui les font rêver, le Manchester, le Barça, le Real, etc. Aujourd'hui vous avez City, qui est sous position émirati, Newcastle avec les Saoudiens. Il ne faudra pas s'étonner qu'un jour, ça ne se passera pas en France, les dites guerres du Golfe, elle se passera sans doute en Angleterre et ce sera également des choix politiques. C'est pour ça d'ailleurs, ce sera intéressant de voir les relations qui vont évoluer entre l'Italie et le Qatar, sont très très proches sur certains dossiers. Pourquoi pas? Parce que le Qatar à un moment donné avait un intérêt pour pourquoi pas racheter un club en Italie, on verra ce qui pourra se passer. Mais cette dite guerre du Golfe, elle ne se passera pas spécialement en France. Ils s'en foutent du championnat de France. Et je rappelle que le Paris Saint-Germain pour le Qatar, c'était avant tout un cheval de Troie, en termes d'image et également au niveau politique. Voilà, c'était pas pour le championnat, etc. C'était également pour la ville de Paris et parce qu'il y avait une possibilité de par l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et je voudrais terminer cette vidéo, parce que comme je vous dis, il en faudrait 50 000 des vidéos à ce sujet-là, sur le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Donc on est au début des années 2000, je crois que c'est 2003-2004, et ce petit royaume du Bahreïn, donc qui est plus pour moi la boîte de nuit des Saoudiens quand j'y étais, je ne peux pas dire autre chose, qui vit par perfusion également de l'économie saoudienne, qui a moins d'argent que les autres, ouvre son Grand Prix de Formule 1 là. Ça fait quoi? Abu Dhabi a voulu son Grand Prix, et aujourd'hui vous avez Riyad qui le veut. Mais vous avez le Qatar qui a également fait des réunions avec Max Mosley, donc il est responsable de la Formule 1, pour, alors là ça dépassait même l'idée du circuit, c'était pourquoi pas de s'associer, de prendre des parts à tous les niveaux, enfin c'était de faire une grosse association. Peut-être qu'un jour ça se fera, j'en sais rien, mais de par le Grand Prix de Formule 1, ça vous montre le mimétisme. Et je vais terminer cette vidéo avec un autre point, c'est la Coupe du Golfe, parce que comme je vous le dis, on a tendance à réagir de par notre vision du monde, de par notre prisme. Mais aujourd'hui, il ne faut pas rappeler que c'est avant tout, il faut le remettre dans un contexte régional. Pour eux, ce qui importe, c'est la suprématie régionale. Je répète, c'est un concours de bits. Il ne faut vraiment pas l'oublier, souvent c'est ça. Et dans ça, il y a la Coupe du Golfe qui est très importante. Donc à la base, c'est surtout pour les membres du GCC, donc le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn et Oman. Même s'il faut évidemment différencier la stratégie du Koweït, qui, comme je vous le disais, est l'équipe qui historiquement est la plus forte au niveau foot de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont 10 coupes du Golfe, c'est celle la plus titrée, etc. Même si aujourd'hui ils sont peut-être un petit peu dans le creux, c'est eux qui ont un peu initié le football dans le Golfe à haut niveau avec une petite stratégie. On se rappelle dans les années 80, contre Platini, etc. Donc à la base, c'est les Koweïtiens, mais qui n'ont pas cette idée-là. De l'autre côté, vous avez le Sultanat d'Oman, qui a moins d'argent et qui, eux, se veulent avoir un rôle diplomatique fort dans la région, puisque c'est eux qui parlent un peu à tous les intervenants, principalement l'Iran. Vous savez que c'est pas forcément facile de trouver des gens qui font les interlocuteurs envers tout ça. Mais pour revenir à la Coupe du Golfe en 2009, donc qui concerne tous ces pays-là, avec d'autres personnes, vous avez l'Irak, vous avez le Yémen et tout. Donc en 2009, vous avez eu les Émiratis et les Qataris qui se sont fait la guerre pour les droits TV. C'est finalement le Qatar qui l'a gagné par Al Jazeera, ça l'a pas fait. L'année d'après, au Yémen, donc très important pour le Yémen, qui est le parent pauvre de la péninsule arabique. Donc l'édition est organisée à Aden, qui est la grande ville du Sud, la grande ville portuaire, qui était l'ancienne capitale du Yémen du Sud. Et donc le président Ali Saleh, qui est resté 32 ans quand même en poste au Yémen, donc il a tout fait
pour que la ville soit magnifique et inciter justement des investissements de ses voisins étrangers. Et donc il s'est servi de la Coupe du Golfe comme quelque part un outil d'investissement. Donc ils avaient fait un hôtel particulier pour ça, 5 étoiles. L'électricité à Aden était revenue comme par magie, elle ne coupait plus. C'est peut-être un heureux hasard. Les SDF, il n'y en avait plus parce qu'ils les avaient logés d'un coup. Ordre de Sa Majesté Monsieur Saleh. Bon, je vous rassure, dès la fin de la Coupe du Golfe, c'était de nouveau le foutoir. Sachant qu'en plus au Yémen, c'est un truc clanique, toujours entre le nord, le sud, les tribus, etc. C'est un sujet très compliqué le Yémen, mais aussi follement intéressant. Sauf que dans le même temps, vous aviez eu des groupes séparatistes qui ont voulu faire péter des bombes. Il y a eu d'ailleurs une bombe qui avait détonné, ils en avaient repris une autre quelques mois avant la compétition, il y a eu beaucoup de doutes. Mais pareil, tu avais les Émirats qui ont essayé de financer. L'année d'après, elle devait se passer en Irak, à Basra, qui est la grande ville, Bassora, excuse-moi, qui est la grande ville du sud de l'Irak, la Venise du Moyen-Orient, avec le pétrole et tout. Et là, en fait, si vous voulez, les Émirats, carrément, ils ont dit, pour avoir les droits TV, on vous offre un stade. Ça va jusqu'à là, le délire. Finalement, la compétition ne va pas se faire parce que, pour des raisons de sécurité, elle se fera au Bahreïn plus tard. En 2014, tu as l'édition en Arabie Saoudite, et là c'est quand même absolument incroyable ce qui va se passer. C'est le Qatar qui va gagner en Arabie Saoudite. On n'était pas encore comme en 2017 au niveau des tensions, mais c'était vécu comme une onde de choc, notamment en Arabie Saoudite. Et Jamel Belmadi, qui était le sélectionneur qatari, quand il rentre à Doha, il est évidemment reçu par l'émir, et comme vous pouvez imaginer, après tout ce qui s'est passé. Donc c'est pour montrer l'importance de tout ça, le côté tribal, le côté égo, le côté orgueil. Parfois il y a des stratégies, en effet, mais elles dépendent d'intérêts différents selon les pays, parce que tu ne peux pas comparer la situation de l'Arabie Saoudite à celle du Qatar, des Émirats, du Bahreïn, du Koweït et d'Oman. Bref, c'est des sujets qui sont absolument fascinants. Pour Walid bin Talal, comme je vous dis, non, il faut pas croire, il n'a absolument rien à voir pour le moment. Est-ce qu'un jour l'OM pourrait être acheté par un prince saoudien? Peut-être, moi j'en sais rien. Je sais juste que ma courtier veut vendre. Le reste, je ne saurais trop vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce serait bien qu'on fasse d'autres sujets géopolitiques foot. Je pense que c'est assez intéressant. Allez, ciao!